nous avons convenu avec les organisateurs, dont l'intrépide M. Machado, que je vous parlerai pendant approximativement 45 minutes sur le droit andorran, notamment à propos de l'andorranisation de la justice. Vaste programme. Pour ce faire, cette communication s'articule en 3 grandes parties qui sont à l'écran, dans lesquelles je vais vous exposer d'abord les sources du droit andorran, ensuite les grandes lignes de l'organisation juridictionnelle de la Principauté d'Andorre, pour enfin m'intéresser à la coloration du droit andorran par les droits espagnols et français. Avant tout, il convient de faire un bref rappel historique, mais encore évoquer le système constitutionnel d'Andorre. La signature en 1278 et 1288 des Pareaches, dont nous avons déjà parlé, est l'acte fondateur sans doute du système de la coprincipauté. Ces 2 textes sont en réalité des sentences arbitrales pour mettre fin à une période de lutte et d'hostilité entre les évêques d'Urgell et les comtes de Foix à propos de la souveraineté d'Andorre. Les pareages, parmi les documents essentiels de l'histoire de l'Andorre, établissaient une coseigneurie indivise entre l'évêque d'Urgell et le comte de Foix, fixaient les tributs que les Andorrans devaient leur payer et organisaient également la justice à travers la nomination de juges par les coseigneurs. Les droits féodaux du comte de Foix sont revenus à la couronne française suite à des alliances matrimoniales, notamment l'union entre les maisons de Foix et de Navarre. La chute de la monarchie suppose finalement le transfert du titre de coprince français au chef de l'État de la République française. Le pouvoir absolu des coprinces, qui ont cumulé pendant des siècles les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, s'est très lentement érodé au fil des années et des siècles. Le premier gouvernement d'Andorre apparaît seulement en 1981. Le Parlement ne détient le monopole du pouvoir législatif que depuis le 28 mars 1993, une fois promulguée la première constitution écrite d'Andorre suite à un référendum. 1993 consacre ainsi la naissance de la coprincipauté parlementaire. Un État de droit, indépendant, démocratique, social et solennellement proclamé. Les seigneurs coprinces deviennent à ce moment-là chefs de l'État, au singulier. C'est à ce titre qu'ils ont évolué dans un rôle d'arbitre et de modérateur du fonctionnement des institutions andorranes. Ils ont actuellement, et notamment, la faculté de promulguer les lois, le droit de participer à certaines négociations internationales, mais encore la possibilité de soulever l'exception d'illégalité à l'encontre des traités et des lois jugées non conformes à la Constitution. La Constitution de 1993 présente ainsi 2 facettes. D'un côté, elle établit l'architecture du nouvel ordre constitutionnel, en énonçant les compétences respectives des coprinces, du Parlement, du gouvernement, de la justice et des collectivités locales. De l'autre côté, les dispositions constitutionnelles s'étendent également à la reconnaissance des droits et des libertés des citoyens, tout en établissant des moyens efficaces en cas de violation. Les droits fondamentaux de la personne, les libertés publiques et encore les droits politiques des Andorrans sont directement applicables et il appartient aux tribunaux d'en assurer la sauvegarde selon une procédure d'urgence qui relève en dernier ressort du tribunal constitutionnel. Il convient maintenant de nous intéresser au vif du sujet. Les sources du droit andorran. Les sources modernes règlent principalement les causes pénales et administratives. Le bloc de constitutionnalité est ainsi formé par les règles suivantes. D'abord la Constitution, ensuite son préambule, les, je cite, principes de droit public international universellement reconnus et la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU. La pyramide des normes se poursuit ensuite au moyen des traités internationaux. Nous en avons dans les 200 approximativement de nos jours. Dans les traités, les lois et enfin les règlements d'application. Le règlement autonome que vous connaissez en France n'existe pas en Andorre. Le contentieux pénal, nous avons à peu près dans les 4600 affaires par année, en tout cas en 2011,
Donc ce contentieux pénal, il est régi classiquement par un code pénal moderne et un code de procédure pénale. Pas de surprise. Quant au litige administratif, nous en avons 250 approximativement en 2011. En raison de la plénitude et complétude de l'ordonnancement juridique andorran, les différends sont réglés en fonction de règles modernes. Les choses deviennent très originales et intéressantes en matière civile. Nous avons dans les 4400 affaires. Donc si, malgré les sources modernes règlent principalement les causes pénales et administratives, il en est bien différent au niveau du contentieux civil. Au niveau du contentieux civil, il faut se rappeler que la tradition juridique andorrane s'accommode mal aux rigidités, à cause probablement de la situation de cloisonnement physique dans laquelle le pays a vécu pendant des siècles, mais encore en raison d'une économie d'autosubsistance qui existait toujours dans les années 1930 et 1940. La rude vie rurale qui était menée en Andorre ne nécessitait pas, à ce moment-là, de réformes législatives régulières. Cette léthargie économique, fruit de l'isolement géographique, a été propice à l'écartement de la règle écrite au profit du droit coutumier ou oral, mais encore du droit commun ou ius commune. La jurisprudence a eu l'occasion de déclarer à propos du droit commun, et je cite, « Pour résoudre les situations qui échappent aux règles coutumières et pour pallier les lacunes de ces dernières, le juge andorran doit s'inspirer des droits supplétifs, deux points, droit romain, droit canonique, droit catalan ancien, pour trouver les solutions les plus équitables et les plus adéquates à la résolution du problème qui lui est soumis. » Un ancien magistrat d'Andorre, M. Sabater, a reconnu il n'y a pas longtemps, concrètement en 1994, un petit pays comme Andorre ne nécessite pas de juristes, nécessite des juristes et non pas des lois. Nous allons évoquer sans tarder le droit supplétif. Le droit catalan ancien. Le droit catalan applicable en principauté d'Andorre est celui qui était en vigueur en Catalogne jusqu'au décret de Nova Planta qui a été promulgué par le Castillan Philippe V le 16 janvier 1716 à Madrid. Selon la doctrine catalane, ses fondements sont celtes et méditerranéens, romains et canoniques, tout en étant influencés par le féodalisme franc et façonnés par l'Église et la morale. On retrouve ce droit autochtone dans les constitutions, usages et autres droits qui furent l'objet d'une compilation en 1704 appelée les Constitutions de Catalogne. Le droit catalan ancien ne constitue pas un système législatif complet, mais, en règle générale, un ensemble de modifications, de limitations ou encore de dérogations au droit commun, au droit romain et canonique, ayant pour objet leur adaptation aux nécessités de la vie juridique catalane. De la même façon que le droit canonique est venu apporter des corrections modératrices au droit romain de Justinien, le droit catalan ancien a atténué certains excès des corpus romains et canoniques. La réception du corpus romain canonique dans le droit catalan résulte des 4 raisons suivantes. La première, l'importante influence de l'Église catholique en Catalogne dérivée de la très ancienne évangélisation de la population autochtone. Deuxième cause, la proximité géographique de la Catalogne avec le midi de la France et la Lombardie, siège de prestigieuses écoles juridiques, dont notamment l'Université de Toulouse, que vous connaissez, elle a été créée en 1229. Troisième cause, la présence du haut clergé dans les institutions politiques catalanes, comme conseillers royaux ou comme magistrats. Et quatrième cause, l'influence intellectuelle de prestigieux professeurs d'université et d'autres juristes. Je pense notamment à Raymond de Peñafort, qui est d'ailleurs le patron du barreau d'Andorre. Le droit canonique.
Le caractère positif du droit canonique, qui vient compléter le droit romain, est logique en Andorre au regard de l'influence séculaire de l'Église en principauté. Le droit canonique influence les diverses branches du droit. Ainsi, par exemple, il est venu atténuer dans la sphère civile l'autorité du père romain, notamment en consacrant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est venu également augmenter le rôle de la réserve héréditaire, mais également à établir le simple consentement pour perfectionner les contrats. Le corpus canonique utilisé actuellement en droit andorran est formé par diverses compilations moyenâgeuses. Le décret de Grégoire XIII de 1580 a ordonné qu'il soit constitué par les normes suivantes qui sont au tableau. Le décret de Gratien de 1150, les décrétales de Grégoire IX de 1234, le livre sexte des décrétales de Boniface VIII de 1298, les constitutions clémentines de Clément V de 1317, les extravagantes communes qui s'étalent entre les années 1281 et 1478, et enfin les 20 extravagantes de Jean XXII de 1500. Ces sources du droit catalan correspondent à l'époque dite classique du droit canonique, et son contenu ne fut changé, ne fut altéré qu'en 1917 avec la promulgation du Code de droit canonique qui, lui, n'est pas applicable en Andorre. Le droit romain. Les livres coutumiers andorrans, qui sont le Manual digeste et le Politar, rappellent la primauté ou la supériorité du droit commun, formé notamment par le droit romain, codifié sous l'empereur Justinien Ier dans le Corpus Juris Civilis du VIe siècle après Jésus-Christ et qui contient les Institutas, le Codex, le Digeste et les Nouvelles. Nous ajouterons que les lois contenues dans l'œuvre de Justinien sont toujours en vigueur en Andorre, notamment dans le domaine du droit des obligations, des contrats et de la responsabilité civile. Le recours au droit romain apparaît somme toute logique, puisque ni la coutume ni les actes législatifs autochtones d'Andorre ne sont toujours pas à même de combler les vides juridiques existants, alors que le droit romain dispose d'un ensemble ordonné de règles. Le droit coutumier. La jurisprudence andorrane est également une source de droit dans la mesure où elle s'intègre au droit coutumier quand les décisions des tribunaux sont suffisamment convergentes et suffisantes. En effet, les livres coutumiers affirment que la coutume et la loi écrite sont les sources principales du droit andorran. À titre d'exemple, en matière de contentieux de la sécurité sociale, les tribunaux ont, je cite, par la force de la coutume, admis que le barème de Padovan et Miranda, qui est un référentiel français, constitue le guide de calcul des incapacités physiques. Même le tribunal constitutionnel d'Andorre a réaffirmé il n'y a pas longtemps, en 1996, le caractère supplétif ou praeterlegem de la coutume en droit andorran. Je cite, « L'absence de régulation écrite ne peut être entendue comme une preuve d'absence de droit, mais cela nous oblige à recourir aux sources du droit andorran selon lesquelles, en l'absence d'une règle écrite, il faut en premier lieu se référer aux us et coutumes du pays. » La législation andorrane moderne fait toujours référence dans certaines de ses dispositions aux us et coutumes. Par exemple, l'article 37 du Code de l'administration à propos des délibérations des organes collégiaux qui doivent le faire en fonction de la coutume. L'article 36 également de la loi transitoire de procédure judiciaire sur la forme des requêtes qui doivent se faire selon la coutume. Et même la loi du notariat de 1996 qui stipule que la fonction notariale est régie par la loi et subsidiairement par la coutume. L'organisation juridictionnelle de la principauté d'Andorre. Une composition issue de circonstances historiques. La justice andorrane est rendue au nom du peuple andorran, en langue catalane, exclusivement par des juges et des magistrats
indépendants, inamovibles et qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont soumis uniquement à la loi. Le texte constitutionnel contient toutefois une disposition transitoire originale, issue de la coutume institutionnelle, selon laquelle les magistrats qui siègent à la Cour suprême ou d'appel, c'est le tribunal supérieur, sont de nationalité française ou espagnole, à défaut d'autres possibilités de recrutement, ce qui entraîne, à mon avis, indéniablement une influence du droit et de la jurisprudence française et espagnole dans les décisions de justice. Ce mode de recrutement particulier ne constitue pas un obstacle à l'indépendance du tribunal, selon la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déclaré, dans une affaire de 1992, je cite, « Si des magistrats provenant de France ou d'Espagne siègent dans les juridictions andorranes, ils ne le font pas en qualité de juges français ou espagnols. Ces juridictions remplissent leurs tâches de manière autonome. Leurs jugements et arrêts échappent donc au contrôle des autorités de France et d'Espagne. » C'est l'affaire Dross et Jalouzek contre France et Espagne, donc du 26 juin 1992. Petite précision, lorsque je vais parler donc des juges et magistrats, on prend l'acception espagnole. Juge, c'est pour la première instance, et magistrat pour la deuxième instance. Okay. Et également, vous dire, lorsque je parle de juge, toujours andorran. Première instance, toujours andorran. Alors que magistrat, en principe, non andorran. Français et espagnol, sauf mon cas. Mais bon, pour le principe. En tout cas, les juges de première instance, c'est les bails, sont effectivement obligatoirement de nationalité andorrane. Une autre singularité vient de la durée limitée des mandats, dans la mesure où les juges et les magistrats sont nommés, suite à un concours public, bien entendu, pour des périodes de 6 ans renouvelables. C'est un CDD. Cette limitation temporelle est conforme à la coutume andorrane qui estime que les magistrats ne sont pas des fonctionnaires publics, mais des personnes qui doivent jouir de la confiance du prince. Cette mesure souffre cependant des limites importantes, dans la mesure où la précarité du mandat dans le temps peut porter atteinte au principe d'indépendance de la justice. En tout cas, la nomination et carrière des juges et magistrats du siège est soumise à l'appréciation du Conseil supérieur de la justice, institution constitutionnelle qui représente, gouverne et administre l'organisation juridictionnelle, mais veille également pour l'indépendance de leurs membres et le bon fonctionnement du système. Le Conseil supérieur de la justice, il est formé par 5 membres, désignés de la façon suivante. 1 par chaque coprince, 1 par le président du Parlement, 1 par le chef du gouvernement et enfin 1 par le corps judiciaire. Une composition issue de circonstances historiques, mais toujours attachée au double ou multiple degré de l'instance. L'ordre juridictionnel andorran est unique. Les juridictions spéciales, d'exception, coutumières, corporatives ou professionnelles sont interdites. Ainsi, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'homme, les tribunaux des affaires de sécurité sociale ou encore les tribunaux paritaires des baux ruraux que vous connaissez en France n'existent pas encore. La juridiction de première instance est dénommée traditionnellement badia. À ce titre, le juge de première instance est le badie, du latin baiulus, qui trouve ses origines directement dans le pareage de 1278 et qui demeure, avec les coprinces, la plus ancienne autorité publique d'Andorre. La badia, donc organisme de première instance, est composée actuellement de 12 bails. Elle est divisée en 5 sections. Section administrative, civile, pénale, des mineurs et enfin une section spéciale d'instruction. En ce qui concerne la compétence matérielle de chaque chambre ou section, la simplicité demeure la règle. La juridiction civile est compétente pour toutes les affaires ne concernant pas le domaine pénal, ni en général le contentieux entre personnes privées et publiques. Les jugements de la badia, donc de la
de la première instance peuvent faire l'objet d'appel auprès du tribunal supérieur. Le tribunal supérieur est à son tour divisé en 3 salles, constituées chacune de 3 magistrats et qui connaît respectivement de l'appel en matière pénale, administrative et civile. Il convient de faire référence à la place toute particulière du tribunal de Corts, juridiction pénale très ancienne, connaissant en première instance des délits majeurs, l'appel relevant du tribunal supérieur, et en deuxième instance des délits mineurs et des contraventions pénales qui sont jugés en première instance par la Bâtie. Il n'existe pas en Andorre, à proprement parler, de cour de cassation. Cette fonction, elle est assumée par les différentes salles du tribunal supérieur de justice. C'est ainsi qu'une loi organique confère en particulier au tribunal supérieur les missions d'unification de la jurisprudence ainsi que de recherche et d'évolution du droit supplétif. Nous ne pouvons pas oublier de citer l'existence depuis 1993, donc depuis la Constitution, du tribunal constitutionnel, qui peut être saisi par les particuliers et dont la compétence ne se limite pas à un contrôle classique de constitutionnalité ex ante ou ex post, mais s'élargit en plus à un examen qui vise à garantir le respect des garanties constitutionnelles fondamentales et notamment des droits subjectifs personnels. Enfin, la ratification en 1996 de la Convention européenne des droits de l'homme implique la soumission des décisions de la justice andorrane à la juridiction ultime de la Cour européenne des droits de l'homme. La coloration du droit andorran par les droits espagnols et français. Des juristes formés en France et ou en Espagne. Parce que ce sont des juristes qui font, des fois, en France, en Espagne, mais des fois donc qui font des deux côtés, qui étudient des deux côtés de la frontière. Pour ce qui intéresse le Parlement et le gouvernement, il existe tant au niveau du Parlement que du gouvernement actuel des personnes investies d'autorité qui, de l'avis général, ont parfois tendance à reproduire les connaissances juridiques et les expériences acquises lors de leur étude effectuée en France ou en Espagne. De plus, la proximité immédiate de l'Espagne et de la France, ainsi que la facilité d'accès à leurs médias, suppose une forme voilée de contagion des réformes légales ou réglementaires entreprises dans les pays voisins. À titre d'exemple, le PACS, le Pacte civil de solidarité, a été rapidement importé en principauté d'Andorre suite à son établissement d'abord en France, puis ensuite en Espagne. Il est même question, ces derniers temps, de la création en Andorre de la figure française de l'huissier de justice. Ce projet est notamment soutenu par l'ancien doyen du barreau des avocats d'Andorre, ici présent, pour autant que je sache, qui est d'origine française, mais également par les bails et les magistrats de formation française. Cet exemple démontre bien la richesse que suppose la coexistence de juristes formés des deux côtés des Pyrénées. En ce qui concerne les tribunaux de justice, il faut rappeler que l'Andorre n'a pas d'université de droit, à proprement parler, et que ses étudiants, quelques-uns sont ici, doivent quitter leur pays pour se former. C'est la raison pour laquelle, actuellement, 5 bails sur 12, nous sommes 12, mais il y en a un pour le moment donc, qui n'est pas là. Et en tout cas, sur les 11, 5 actuellement ont réalisé leur étude juridique en France et les 6 autres en Espagne. Au niveau du tribunal supérieur, nous trouvons 4 magistrats français qui viennent du milieu de la France, 4 magistrats espagnols ou catalans plutôt, et enfin un magistrat de nationalité andorrane, mais formé en France. Ce mélange représente une communauté de juristes sans frontières intellectuelles qui présente l'énorme avantage de maîtriser le droit comparé, mais encore la jurisprudence des États voisins. Ce mélange constitue sans doute un puissant facteur d'ouverture qui dépasse la compétition et les contradictions entre les droits nationaux. Les avocats d'Andorre participent également à ce mouvement pendulaire,
puisqu'ils sont également passés par les bancs des facultés françaises et espagnoles, ou espagnoles. De plus, les avocats nouent des contacts réguliers avec leurs confrères voisins de Barcelone, Toulouse, Perpignan, etc., et importent de la sorte les modes de raisonnement et les connaissances de l'étranger. La compréhension du droit étranger est spécialement utile en Andorre, dans la mesure où ces règles exigent parfois l'application du droit national des droits des parties au procès, comme c'est le cas en matière des successions et de la mise sous tutelle. Nous avons déjà parlé des lacunes écrites que présente le droit civil d'Andorre, lesquelles sont comblées, entre autres, par la jurisprudence. Ainsi, le droit andorran est très perméable aux solutions apportées soit par l'ordonnancement français ou espagnol, soit par la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil d'État français, ou encore le Tribunal Supremo d'Espagne, qui est situé à Madrid. Cette coloration ou influence du droit étranger s'amplifie de nos jours grâce à la publication de nombreux ouvrages sur le droit andorran, publiés d'ailleurs sous la direction de magistrats non andorrans d'Andorre. Les nouvelles technologies permettent pareillement une diffusion immédiate et ordonnée du droit. Je pense notamment à Légifrance, aux dépêches du juriste classeur, etc. Au niveau du tribunal supérieur d'Andorre, en particulier de la salle civile, les magistrats deviennent de plus en plus spécialisés en fonction des matières à traiter. À titre d'exemple, le contentieux du droit du travail revient normalement à un magistrat français, lequel peut difficilement, à mon avis, se soustraire totalement de sa culture et tradition juridique. Il en est de même à propos des litiges relatifs aux successions qui sont examinés normalement par les magistrats d'origine catalane. Donc, nous avons des juristes formés en France et en Espagne, mais qui arrivent toutefois à se détacher de leur culture juridique nationale. Le ius commune, ou droit commun, n'a plus le droit de citer dans les tribunaux de France et d'Espagne. Ce n'est pas le cas d'Andorre, où le droit commun, mais encore le droit catalan ancien, sont toujours en vigueur et constituent une source du droit autant en matière civile qu'administrative. Le ius commune, formé substantiellement par le droit romain et le droit canonique, constitue un droit pragmatique qui s'adapte parfaitement à la tradition juridique andorrane, laquelle préfère les solutions justes aux solutions exactes. À ce titre, les décisions juridictionnelles adoptées dépassent la culture juridique nationale de chaque magistrat, notamment au tribunal supérieur, lesquels doivent trouver des solutions de compromis selon la conscience collective de la société andorre, mais encore en fonction des liens existants entre les droits juridiques espagnols, catalans et français en relevant leur dénominateur commun. Ce processus d'influence réciproque forme un droit très original qui s'appuie sur un socle collectif façonné en réalité autant par le ius commune que par des principes européens ou internationaux. Pour conclure cette intervention, j'estime que les magistrats d'Andorre, qu'ils soient français, espagnols, catalans, parviennent à se détacher de leur culture juridique nationale, dans la mesure où ils font appel au ius commune pour les civilistes, mais encore parce qu'ils doivent concilier leur point de vue avec d'autres juristes ayant des profils et sensibilités différentes. Et si, en fin de compte, les premiers tribunaux internationaux sont nés en Andorre, je vous remercie.